Bienvenue sur Gabon 24. Dans ce numéro d'ici l'Afrique, nous parlerons du processus des législatives au Gabon, un processus entouré d'un suspense, et de l'affaire Bolloré qui pue la corruption dans les concessions portuaires en Afrique, pour terminer avec les deux Corées qui sont dans un processus inédit de rapprochement après tant d'années de tension. Pour vous aider à comprendre ce que vous avez peut-être raté et vous amener à vous faire vous-même votre propre opinion de l'actualité, deux invités sur ce plateau, Luc Maillot, président du Club de l'information africaine basé à Paris. Lui, bonjour. Et Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à Gabon 24. Louis-Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous qui nous rejoignent. Entre les annonces de boycott, la révision du fichier électoral et la désignation des membres du Conseil gabonais chargé des élections, la tenue des élections à temps prend des airs d'une course contre la montre. Les législatives espérées ce 28 avril par plus d'un observateur, glisse vers un énième report presque désormais consommé. Avant de voir ce qui coince avec toutes les conséquences politiques de cet insoutenable suspense, on rappelle, le Conseil gabonais chargé des élections est désormais en place, tout savoir sur ses membres et sur ses missions dans ce reportage. C'est désormais connu, Moïse Bibalou Koumba, 57 ans, est le premier président du Centre gabonais des élections. La nouvelle institution chargée des élections au Gabon pour un mandat de 2 ans renouvelable. Élu à 80% des voix, soit 8 pour lui contre 2 pour Arlette Ntamzeng, seule femme en lice. Le collège spécial a procédé ce jour, jeudi 26 avril 2018, à l'élection du président du Centre gabonais des élections. Au terme du scrutin, les opérations de dépouillement ont donné les résultats ci-après. Inscrits, 10. Votants, 10. Bulletins blancs ou nuls, 0. Suffrages exprimés, 10. Ont obtenu Bibalou Koumba Moïse, 8 voix, soit 80%, est élu président du Centre gabonais des élections à la majorité absolue au premier tour. Monsieur Moïse Bibalou Koumba, avec 8 voix, soit 80% de suffrages exprimés. Magistrat de profession, Moïse Bibalou était jusque-là assistant à la Cour constitutionnelle. C'est désormais à lui qu'incombe la lourde mission d'organiser les élections politiques. Sa première mission, communiquer la date des élections législatives, plusieurs fois reportée, que devrait organiser le pays avant le 28 avril prochain. Créée pour remédier aux insuffisances de la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP ou de l'ancienne Commission nationale électorale CNE, la CGE est une résolution des assises d'Angondje en 2017. Elle devrait réinventer la gouvernance électorale nationale. C'est là tout le débat de 90 jusqu'à nos jours. On est passé de la Commission nationale électorale à la Commission nationale électorale autonome et permanente pour aboutir finalement au Conseil gabonais des élections. Très franchement, cet organe porte quel espoir en termes de crédibilité des élections chez nous? On commence avec vous, Louis-Philippe Badinga. Oui, Ismaël, il faut déjà dire que de 1990 à maintenant, effectivement, cette institution a évolué. La CNE était déjà composée à l'époque de magistrats à qui on faisait confiance, en tout cas les acteurs politiques faisaient confiance, voilà, pour organiser des élections. Mais le constat est que les élections législatives notamment, sinon toutes les élections d'ailleurs, ont souvent été contestées d'emblée par l'opposition et la Commission nationale électorale était accusée justement de mal faire son travail. Ceci a amené les acteurs politiques au sortir du dialogue d'Arambo notamment, de faire naître la CENAP qui était composée à parité de membres de l'opposition et de la majorité. Là encore, il y a eu de fortes contestations, notamment lors des dernières élections présidentielles. Et là, donc, nous sommes au CGE, le Centre gabonais des élections, qui est une émanation de la volonté populaire exprimée lors du dialogue d'Angondje. Donc, ce sont les participants. Une émanation de la classe politique, sans pourtant vous interrompre. Oui, bien sûr. Forcément populaire, oui. Oui, mais bien sûr, parce qu'en réalité, et la classe politique et la société civile qui ont participé activement à ce dialogue, voilà, ont fait des propositions qui ont été entérinées justement, voilà, par la classe politique pour parvenir au CGE. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que le CGE va être mis à l'épreuve très vite. Ce sont les prochaines élections dont ils devront déjà nous fixer le calendrier, d'autant que les délais
on va dire, données par la Cour constitutionnelle sont fort clos. L'élection devrait avoir lieu en ce mois d'avril 2018. Or, il y a ce problème de légitimité des membres qui composent donc le Conseil gabonais des élections qui se pose, notamment au niveau de l'opposition, qui estime que ce qui la représente, cette opposition au sein du Conseil gabonais des élections, sont des brebis égarées de sa trajectoire politique. Oui, bon, l'opposition a toujours contesté. Hein. C'est tout à fait légitime de contester lorsqu'on n'est pas d'accord. Mais il faut dire que le ministre de l'Intérieur a fait déjà constater que lorsqu'il a demandé à l'opposition de fournir les noms qui devaient composer en fait ce collège-là, il a reçu 4 listes différentes. Donc vous comprenez que l'opposition elle-même est déjà à l'origine de ces turpitudes. Alors nous venons d'assister, lui, Kemayo, à la mise en place donc, de ce Conseil gabonais des élections. Vous avez certainement suivi l'actualité de très loin, mais depuis que vous êtes ici, vous êtes imprégné d'un certain nombre de choses. Il se dit que ce Centre gabonais des élections, pour ne pas appeler Conseil gabonais des élections, va fonctionner à parité, c'est-à-dire majorité-opposition. Est-ce que vous voyez ce bureau en train de dépasser des consignes partisanes pour mieux organiser une élection ? Ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que nous sommes, au Gabon comme dans la plupart des pays d'Afrique francophone subsaharienne, dans un réapprentissage de la vie politique démocratique. On a pendant un nombre d'années très important pratiqué le monopartisme et il y a des réflexes qui sont liés à cette période qu'on n'évacue pas d'une création d'agence ou d'un renouvellement d'agence. Cela, il faut déjà le dire très humblement. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes que des hommes et les institutions humaines sont appelées à se parfaire. Et donc, je pense que le fait d'avoir eu plusieurs cellules en charge de la gestion des élections participe de cette recherche-là, de la perfection. On ne l'atteint pas toujours, mais c'est un idéal qu'il faut se fixer pour un jour s'en approcher et finalement satisfaire tout le monde. Donc, mon point de vue, c'est que au Gabon, aujourd'hui, il y a une vie politique qui devient de plus en plus dense, il y a une population de plus en plus vigilante, une classe politique de plus en plus exigeante. Et donc, pour concilier tous ces impératifs-là, il est important d'adapter les instruments et cette création de la CGE, du CGE, pardon, en fait partie. Voilà, nous aurons certainement au téléphone d'un moment à l'autre Thierry d'Argent-Dieu Komila, qui est un acteur politique de l'opposition. Mais avant, on sait que ces élections étaient attendues pour ce 28 avril. Il semble bien que l'organisation ait consommé encore un nouveau report. À qui profite le suspense actuel? Est-ce qu'on peut vraiment l'interpréter? Lucas Maillot. Ce n'est quand même pas la RDC, déjà pour commencer. Oui. On n'est pas dans des délais qui sont dépassés depuis 1 an, voire plus. On est dans un processus quand même qui est celui de dire il y a eu une élection présidentielle très contestée, auquel a suivi un dialogue politique qui est en train de se construire encore. Et donc, nous sommes en train d'assister à une gestation. Donc, on ne peut pas dire que ça profite à qui que ce soit. On ne cherche pas là. Ce n'est pas comme s'il y avait un crime et qu'on cherchait l'auteur du crime. Non. Autrement dit, il faut sortir du fétichisme des dates. Non, ce n'est pas le fétichisme des dates, c'est le pragmatisme tout simplement. C'est que l'élection présidentielle, si elle s'était bien passée, qu'il n'y avait pas eu de contestation, on n'aurait pas eu droit au dialogue qui a eu lieu après l'élection présidentielle. Et puis après cela, il a fallu installer les institutions. Tout cela prend du temps, tout cela demande un certain nombre de précautions d'usage qui sont en train d'être prises et les contestations qui accompagnent cela, je pense que ça ne participe pas de la réduction du temps d'attente, ça l'allonge plutôt. Et donc tout le monde y perd en quelque sorte, mais celui qui sortira gagnant, si tout est bien fait, c'est le peuple gabonais. Et espérons-le, un scrutin et plusieurs dates déjà annoncées, non tenues finalement. Est-ce que vous comprenez la crainte d'une certaine opposition qui dit ne pas vouloir participer à cette élection? Oui, bon, effectivement, lorsqu'on prend les forces en présence, il y a donc une partie de l'opposition qui souhaite aller à ces élections à une date appropriée. Et il y a une autre partie de l'opposition qui ne veut pas du tout y participer. Et c'est l'opposition qui continue à réclamer sa victoire à la présidentielle, donc l'accord de Jean Ping. Mais en réalité, dans la situation actuelle, il faut comprendre qu'on est parti d'une élection présidentielle qui a chahuté. Voilà, chahuté, qui a eu, on va dire, son lot de malheur et de frustration. Et donc, il faut comprendre le prolongement de ces frustrations alors qu'on va vers des élections législatives et que cette opposition-là accuse l'opposition... Accuse le pouvoir. Voilà, pardon, cette opposition accuse le pouvoir de la rétention même
voilà, justement des mécanismes voilà, des élections. C'est à ce niveau du débat que celui-ci devient intéressant sur ce plateau, puisque nous avons au téléphone finalement Thierry d'Argendieu-Combila qui intervient dans ce débat. Il est à la tête d'un groupement des partis politiques de l'opposition appelé la COREG, la Convention de l'opposition pour le renouveau du Gabon. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour. Finalement, une question totalement fermée. Iriez-vous aux élections législatives? Mais je crois que la vocation d'un parti politique, c'est quand même de participer aux élections. Et d'ailleurs, notre Constitution assigne comme vocation aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage universel. Et je pense que c'est donc une des prérogatives des formations politiques que de participer aux élections. Et donc, cela va sans dire, nous sommes plus d'une quarantaine de partis de l'opposition sur les 47 qui existent, à décider de prendre part aux élections. Et Thierry d'Argendieu, accepter de partir à ces élections vous cause plus de tort que du bien dans votre propre camp politique, suivez mon regard. Qu'est-ce qui motive cette décision qui porte un coup à la dynamique de la coalition de Jean Ping? Non, mais je crois que notre participation aux côtés de Jean Ping à l'élection présidentielle visait un objectif, c'est-à-dire un vaste rassemblement de l'opposition, parce que c'est une élection présidentielle, une élection majeure. On n'avait donc pas besoin de multiplier les candidatures. Or, à l'élection législative, c'est quand même 143 sièges. Et les partis politiques doivent faire des efforts pour se maintenir dans la vie politique. Il est tout à fait normal que nous allons à ces élections. Il ne faut pas oublier qu'une des dispositions du dialogue d'Argondier, c'est de dire qu'au bout de 3 élections, un parti politique qui ne parvient pas à avoir des élus finira par être dissous ou disparaître. Je crois que vous devez quand même comprendre la situation qui est celle des chefs de partis aujourd'hui, au regard de cette épée de Damoclès qui pèse sur les partis politiques. Merci Thierry d'Argendieu-Combila, mais vous ne partez pas, retour ici sur ce plateau, vous restez au téléphone pour écouter la suite de la conversation. Alors, l'opposition radicale qui conteste toujours la réélection d'Ali Bongo Ondimba appelle au boycott des législatives. Son mot d'ordre est-il à considérer ou à négliger, Luc Mayo? Nous sommes sur la scène politique et comme dans la vie de tous les jours, les absents ont toujours tort. Je ne veux pas donner de leçons politiques à qui que ce soit. Je pense que l'opposition gabonaise est suffisamment riche à la fois en hommes et en hommes d'expérience pour que mon conseil à moi ne pèse pas très lourd dans la balance. Ce que je dois dire en revanche, c'est que nous sortons d'une élection présidentielle et nous allons vers une élection législative qui va faire tourner une vraie page à la scène politique gabonaise de ces dernières années. Le leader de l'opposition gabonaise jusqu'à présent, c'était Jean Ping, parce qu'il était arrivé 2e à l'élection présidentielle. Il se trouve que l'opposition, c'est l'opposition parlementaire, ce n'est pas l'opposition de la rue. Et l'opposition parlementaire, son leader, c'est le parti qui arrive juste après le plus grand. Je ne sais pas lequel ce sera, mais il est évident que le parti qui arrivera en 2e position ou arrivera en tête pour faire une majorité de blocage à l'Assemblée nationale fournira également le leader de l'opposition gabonaise pour les prochaines années, les prochaines années jusqu'aux prochaines élections. Et donc, c'est une vraie bataille qui est en jeu aujourd'hui. Ceux qui y iront savent qu'ils sont en train de se battre pour obtenir une place juste après le président de la République, qui sera celle du leader de l'opposition. Faut-il y aller ou pas? La décision leur revient. Mais une chose est certaine, c'est que ça marquera véritablement un tournant après l'élection présidentielle qui a confirmé la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Je crois que Thierry d'Argendieu-Combila est toujours au téléphone avec nous. Thierry, vous nous suivez? Oui, tout à fait. Voilà, dites-nous, est-ce que pour vous, l'enjeu principal de ces élections à venir, c'est confirmer votre existence, c'est-à-dire refuser de disparaître? Non, mais ça fait partie des enjeux. Mais le principal enjeu pour l'opposition qui se regroupe aujourd'hui, parce que nous avons quand même réussi, après l'élection présidentielle, à maintenir cette unité de l'opposition. Je vous ai bien dit qu'il y a 41 partis qui se sont regroupés autour d'une plateforme pour préparer les élections législatives. Je pense que après avoir fait une campagne exemplaire comme celle de 2016, nous pensons effectivement maintenir le cap et faire en sorte qu'il y ait une cohabitation, que nous expérimentions la cohabitation au Gabon. C'est un enjeu qui me paraît extrêmement important.
Et je pense que cet objectif est à la portée de l'opposition, c'est-à-dire imposer une cohabitation au Gabon. Merci à Thierry d'Argent-Dieu Kombila. Retour sur ce plateau. Avec vous, finalement, Louis-Philippe Badinga. Mais en revanche, le parti au pouvoir tente ici une difficile reconnexion, selon certaines personnes. Est-ce que vous partagez cette grille de lecture, sachant que ce parti au pouvoir sort, comme on l'a dit ici, des élections chahutées, très contestées par une frange importante de l'opposition? Est-ce que la reconnexion avec son électorat va être facile? En tout cas, Ismaël, il faut déjà effectivement faire le constat que le Parti démocratique gabonais n'est plus le même. Depuis l'élection présidentielle de 2009, il y a eu plusieurs départs, il y a eu plusieurs fragmentations. Et en 2016, il est clair que le parti n'est plus le même. C'est un parti totalement changé qui a vu un certain nombre de ses hiérarques partir et qui a vu certaines bases également se détacher. Et donc, ça va être le parcours du combattant. Et en réalité, lorsque vous posiez la question de savoir à qui profitait justement le suspense, voilà le suspense ou ce recul de date, en réalité, tous les partis gagnent parce que, en même temps, l'opposition qui veut participer à ces élections veut bien que le découpage électoral se fasse normalement, et le parti au pouvoir, en réalité, a intérêt également à jouer le temps parce qu'il faut effectivement cette reconnexion avec sa base, mais qui devient un peu plus difficile, notamment dans le contexte de Libreville, la capitale gabonaise, où elle a enregistré des sérieux revers. Voilà, selon les nouvelles dispositions des réformes électorales, 143 députés doivent composer la 13e législature de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons. Le temps d'aller à l'étranger. On vous le disait, coup de tonnerre dans l'Empire Bolloré, mercredi 25 avril dernier. Vous l'avez suivi. Vincent Bolloré donc, a été mis en examen pour corruption d'agents publics, complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux. L'homme d'affaires est soupçonné de corruption dans l'attribution des concessions portuaires en Afrique. Je vous prive des détails. Suivez ce reportage. 2 ans après les perquisitions qui ont eu lieu au siège de son groupe, Vincent Bolloré a été mis en examen ce mercredi sans contrôle judiciaire pour les faits de corruption d'argent public étranger, de complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux dans l'enquête sur les ports africains de son groupe. Vincent Bolloré, qui reste présumé innocent, pourra avoir enfin accès à ce dossier dont il n'a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées, a commenté le groupe à propos de cette affaire remontant à près de 10 ans. Les juges d'instruction vont en effet enquêter sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 de ces 16 terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré sur le continent africain. Le milliardaire breton de 66 ans avait d'abord été placé en garde à vue prolongée de mardi à mercredi dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, comme le révélait un journal français avant d'être déféré devant les juges d'instruction. 2 autres dirigeants, Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et Philippe Doran, responsable du pôle international de Havas Paris, ont également été déférés. Selon le groupe, dans un communiqué, sa filiale africaine fait l'objet d'une enquête relative à des facturations de prestations de communication en Guinée et au Togo portant sur les années 2009 et 2010. Pénalisé par ces révélations, le groupe de Vincent Bolloré a chuté de 6,14% à la Bourse de Paris. Ce mercredi matin, il plongeait encore de 3%.